Salut, ça va vous? J'avais envie aujourd'hui de vous emmener avec moi faire encore une promenade au Japon pour vous partager ma technique d'embellissement préférée, le boro. Attention puristes, ne me tombez pas dessus, je vous montre comment on fait un truc qui ressemble à du boro, pas comment maîtriser cette technique ancestrale. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Et pour ceux qui ne connaissent pas le boro et le sashiko, qui vous allez le voir est une technique qui lui est associée, on va aller faire un petit tour à l'ère Edo au Japon, c'est-à-dire entre le 17e et le 19e siècle. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas nota bene, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Le boro et le sashiko, qui lui est étroitement lié, sont des arts textiles japonais. À la base, boro, ça veut dire chiffon ou vieux tissu usé. C'est une pratique qui est née donc à l'ère Edo dans les campagnes pauvres du Japon. Les artisans et les paysans, ils utilisaient des morceaux de tissu qu'ils récupéraient pour rapiécer les vêtements et les textiles usés. Et c'est là qu'entre en scène le sashiko, parce que le mot sashiko, ça veut dire littéralement piquer ou broder à petits points. Donc, à la base, c'est des petits points de couture solides qui permettaient de tenir en place et de renforcer les raccommodages. Et pour encore plus renforcer les raccommodages, au niveau des endroits qui frottent le plus, ils ont fait des motifs géométriques de plus en plus complexes. Et puis, c'est devenu petit à petit quelque chose de vraiment traditionnel, codifié, avec des spécialisations selon les régions, etc. Et c'est tellement codifié le sashiko que je ne vais pas énormément vous en parler dans cette vidéo. Je pourrais vous en parler plus longuement dans une autre vidéo si ça vous intéresse, donc vous me le direz dans les commentaires. Donc nous, on va rester essentiellement sur la partie boro, et puis on va s'amuser avec nos chutes pour créer des nouvelles matières et des nouveaux effets. Ça va quand même nous permettre de découvrir le point de sashiko le plus simple et de s'entraîner sans complexe, on va dire. Mais avant que je vous montre comment je fais, je vais vous montrer quelques exemples de choses que j'ai déjà faites, parce que vous allez voir que je commence à avoir pas mal de choses dans ma petite collection de boro, parce que quand je tombe dans quelque chose qui me plaît, je ne m'arrête plus, quoi. Alors voilà déjà un petit exemple des choses les plus simples qu'on peut faire, c'est tout simplement de récupérer des chutes et de les assembler de façon totalement aléatoire. Je vous montrerai comment je fais ça tout à l'heure. Donc là, moi j'avais ici les tissus issus de mon CAP couture. Donc c'est des chutes que j'ai réussi à glaner quand on a fini les épreuves, et donc du coup je les ai intégrées dans ce qui était un dessus de coussin. Mais Sherlock a beaucoup aimé le dessus de coussin, et donc là je l'ai défait et je vais le raccommoder. Donc j'avais mis des points de sashiko ici, je vais remettre sûrement du tissu ici et reprendre des petits points de sashiko pour lui redonner une troisième vie du coup. La même chose sur une petite pièce de jean, j'ai combiné des morceaux, j'ai utilisé deux fils différents, on parle des fils ensuite, et avec ce genre de petites choses là, je m'amuse à faire des petits objets comme ma trousse du quotidien. Et après m'être entraînée sur des petites pièces, j'ai commencé à passer à des grosses pièces. Voilà. Donc par exemple ce coussin, il n'est pas entièrement recouvert de points de sashiko, donc c'est un peu de la triche, c'est pas du boro complet on va dire, mais j'utilise le point de sashiko sur un patchwork sauvage, et du coup ça me donne cet effet proche, ou alors on peut le faire aussi comme ça. C'est mon coussin de méditation, donc c'est pareil, une pièce encore plus grosse, mangée par le chien, raccommodée, et puis on peut de temps en temps rajouter des morceaux si on en a envie ou si on en a besoin. Et j'en ai une encore plus grosse que ça, qui est le taplace de Sherlock, mais là il est couché dessus, donc le barbu vous fera des images quand il sera sorti de là. Et une fois que je me suis bien entraînée avec à faire des petits points comme ça tout droit, à faire des cercles et des choses comme ça, je me suis dit que j'allais quand même tenter le sashiko. Donc même si c'est pas le sujet précis du jour, je vous montre ce que j'ai fait en boro sashiko. Alors ça c'est mon œuvre d'entraînement. J'ai décidé qu'un jour j'aurais fait toute cette longueur en sashiko. Un jour. Peut-être à 90 ans j'aurais fini. Donc là, ce sont vraiment des vrais points de sashiko qui sont donc des points hyper géométriques, hyper traditionnels, avec tous des tracés à la règle. Je dis que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc là, c'est du sashiko pur. Il n'y a pas de boro, il n'y a pas de pièces dessous, donc qui sont des pièces de rapiessage, des pièces de raccommodage. C'est simplement la broderie. Par contre, ici, ça c'est un dessus de coussin aussi. Là, j'ai vraiment
le boro, donc c'est-à-dire l'assemblage, avec le sashiko par-dessus, c'est-à-dire des pièces, des dessins très géométriques. Bon, et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai rajouté ici une sorte de fleur que j'ai fait comme ça, voilà. Ça reste un point de sashiko, mais il est sauvage. Et si avec mes exemples, je vous ai donné envie d'essayer à votre tour de vous lancer dans ce genre de broderie d'inspiration japonaise, je vais vous montrer un peu le matériel traditionnel et puis le matériel qui est pas traditionnel mais qu'on peut utiliser tout aussi bien. Et pour ça, je prends ma trousse à broder. Ok. Si on veut rester vraiment hyper traditionnel, on va utiliser du fil de coton blanc sur des fonds sombres, notamment sur des fonds indigo, que ce soit pour le sashiko et pour le boro. Ça vient de la tradition parce qu'à l'ère Edo, il y avait une loi, on dit une loi somptuaire, je crois, où en fait l'empereur avait décidé que les couleurs vives et chatoyantes étaient réservées à lui et sa cour. Donc le petit paysan de base qui avait besoin de raccommoder ses vêtements n'avait le droit qu'à des choses sombres. Et notamment à l'indigo, parce que l'indigo, ça se trouvait facilement, c'était facile pour teinter. Et puis ça avait des propriétés anti-moustiques, à ce qu'il paraît. Donc fil blanc, traditionnellement. Mais on trouve aussi dans les fils traditionnels des fils bleus, rouges, jaunes et d'autres couleurs maintenant. On les trouve de plusieurs épaisseurs que vous allez combiner selon les matériaux que vous allez vouloir broder. Mais c'est pas la peine de courir par monts et par vaux pour trouver du fil traditionnel. Si, comme moi, vous faites de l'approchant, eh ben, on va prendre du fil à broder traditionnel que l'on pourra éventuellement dédoubler. Je vous le montrerai tout à l'heure. Bref, vous l'aurez compris, on va prendre ce qu'on a sous la main, qui sera suffisamment épais pour qu'on en voit les piqûres, mais pas trop pour passer dans le chat de l'aiguille. Et à propos d'aiguille, on veut une aiguille longue. Le but, c'est qu'elle soit longue et fine, comme les aiguilles de sashiko ou comme certaines de nos aiguilles à broder. On veut qu'elle soit longue pour plus d'efficacité, comme vous allez le voir. Et il nous faut, alors c'est peut-être là où ça vaut le coup d'investir, après avoir fait quelques essais, voir si ça vous plaît, ça coûte pas très cher non plus, une bague à sashiko. C'est une sorte de dé à coudre, sauf que c'est pas un dé à coudre, c'est quelque chose qui se met ici sur la paume de la main qui va nous permettre de pousser notre longue aiguille. Il y en a qui sont à poser ici, il y en a qui sont à poser plus haut. Moi j'ai les deux éléments et en fait celui que j'utilise c'est celui-ci. Je pense que selon la façon dont on tient notre aiguille, on va préférer l'un ou l'autre. Mais notre dé à coudre traditionnel sera moins efficace. Et puis il va vous falloir de quoi marquer le tissu à la craie blanche comme les japonais. Ou avec une roulette à craie comme la mienne, ou bien moins traditionnel, mais très bien sur les surfaces claires, des stylos qui s'effacent à la chaleur. On va s'en servir pour tracer des lignes directrices, on va dire si c'est simplement du bourreau, ou alors vraiment les lignes très précises de couture pour le sashiko. Donc évidemment, pour tracer des lignes, la règle japonaise s'impose pour une fois. Bon, vous voyez que globalement, vous devez pouvoir déjà trouver dans votre stock de fournitures couture de quoi vous initier. Et la dernière chose qui nous manque, c'est du tissu. Et donc pour ça, on va aller fouiller dans nos chutes. Alors moi, vous l'aurez peut-être déjà compris, mais mon matériau de prédilection pour faire mes petites pièces de boro, c'est le jean. Mais ça peut être une matière qui est un peu épaisse, donc il faut prendre quelques précautions quand on l'utilise, notamment avec la superposition de pièces, parce que vous allez faire ça à la main pour une fois, donc il va falloir qu'on puisse pénétrer avec l'aiguille facilement dans les matières. Donc quand il y a 3 ou 4 épaisseurs de jean, ça devient difficile. Mais le jean, c'est un très bon matériau parce que c'est résistant. Et puis sinon, là par exemple sur cette pièce de sashiko, enfin de boro, j'ai utilisé des chutes de chemises, de vieilles chemises. Et puis ça, je me souviens même pas ce que c'est, mais je pense que ça devait faire partie d'une robe. Bref, donc des choses d'épaisseur plutôt fine sur une toile un peu épaisse. Allez, je vous montre comment je procède en réalisant, enfin pas entièrement, mais en vous montrant sur la pièce que je vais emmener en vacances. Pour préparer une pièce de boro que je vais broder avec le point de sashiko, j'utilise plusieurs techniques selon mon projet. Là,
je suis en train de préparer la pièce qui sera mon sac d'automne, je pense. Et c'est le sac que j'ai fait, le sac de plage 2023. Mais je vais la faire en version automne, donc en jean, une pièce de jean que j'ai utilisée comme base. Et j'ai posé dessus des petites pièces donc de chemise, de jean très fin, parce que je voulais pas non plus trop d'épaisseur de jean, que j'ai combiné entre elles. Il y a des endroits où il y a encore des trous. Soit je remets de la matière, soit je vais laisser tel quel, parce que ensuite avec le fil qui va venir par-dessus, on verra pas trop qu'est-ce qui appartient à la base et qu'est-ce qui appartient aux pièces rapportées. La difficulté au départ, c'est de positionner. Alors on choisit, on fait son petit positionnement artistique et ensuite on va les faire en sorte qu'elles tiennent en place en attendant de les assembler avec le fil. Donc moi j'ai 3 techniques que j'utilise de façon variée. Soit je prends mes pièces, quand c'est du jean par exemple très épais comme je vous le disais, je vais prendre, alors je vais pousser ça pour vous le montrer, je prends mes pièces en fait, je les positionne les unes par rapport aux autres et je vais donc les épingler vite fait et je vais aller les coudre à la machine. C'est triché mais c'est pas grave. Je vais les coudre à la machine les unes avec les autres, ça se voit à peine et donc du coup elles tiennent ensemble et ensuite j'enlève. Quand il y a trop de superposition, j'enlève les morceaux dans les marges de couture sur le dos. Comme ça, j'ai pas quelque chose qui est très épais et je vais pouvoir utiliser mon fil. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est soit de prendre un tissu très fin pour le dos, sur lequel on va venir placer nos pièces, soit d'utiliser de l'entoilage thermocollant. Donc en fait, ce que j'avais fait pour cette pièce ici, c'est que j'avais pris mon entoilage thermocollant, comme voilà. Je l'avais mis avec la colle face à moi. Et ensuite, hop, j'ai positionné mes pièces. Je pourrais le faire là, par exemple. Avec du jean, toujours. J'ai positionné mes pièces pour recouvrir ma surface. Alors là, je sais qu'il y a trop de matière, hein, mais je pourrais en recouper. Tiens, comme ça. Hop. Etc. Et donc au fer, je viens les assembler ensemble, et puis ensuite elles vont rester maintenues le temps que j'utilise mon fil pour les maintenir définitivement en place. Donc ça, c'est une deuxième petite tricherie. Et la troisième, celle que j'ai utilisée ici, oups, c'est la colle. Hop, la colle temporaire. Donc la colle temporaire parce que je suis pas sûre de mon assemblage. Et d'ailleurs ça marche bien, mais il va falloir quand même fixer définitivement. Et ensuite, j'utilise un petit peu quand je suis sûre de colle à tissu, que je viens mettre à des points, etc. pour le faire. Tout ça, ce sont les techniques que moi j'utilise. Logiquement, il faudrait soit bâtir au fil pour que ça ne bouge pas, soit utiliser des épingles ou des épingles à nourrice. Donc une fois que j'ai positionné mes pièces, en fait là j'ai retrouvé cette pièce là, qui est une pièce d'un tissu dont j'avais trouvé un tout petit bout, mais que j'adore, et je veux l'utiliser jusqu'au bout, et je crois que ça manque un peu de couleur, donc je vais rajouter ça quelque part, peut-être ici. Ouais, ici ce serait sympa. Et du coup ça va donner un petit peps, parce qu'en fait ça sera un côté du sac, ça c'est l'autre côté du sac, donc je vais la mettre ici. Et puis ensuite, on va choisir le fil pour faire le sashiko. Et là, le truc qui est bien avec la colle temporaire, c'est que comme je viens de changer d'avis en plein milieu de mon tutoriel, de notre vidéo, et ben je vais pouvoir enlever des morceaux qui me servent à rien, parce que c'est pas la peine que j'ai ce morceau dessus, alors qu'il y a celui-là par-dessus, ça se verra pas, donc je vais l'enlever. Hop, j'enlève celui-ci. Hop.
J'avais déjà commencé à me tracer des lignes de repère. Bon, elles disparaissent un petit peu, ça c'est le souci hein, avec la craie. Je vais peut-être essayer avec celle-ci qui sera... Oui, ça va mieux marcher. Du coup, pour une fois, la craie traditionnelle marche mieux que la craie à roulettes hein, parce qu'elle est plus... Elle s'incruste un peu mieux dans les fibres, on va dire. Donc, de toute façon, il faut que je refasse là où j'ai rajouté un morceau. Donc, je me suis fait simplement des repères à 2 cm les uns des autres parce que comme ça, j'aurai quand même quelque chose qui, à l'œil, sera à peu près régulier. Le but, ça va être de coudre de façon à recouvrir toutes mes pièces, qu'elles soient toutes maintenues par un point de couture. Et puis, une fois que j'en aurai mis tous les 2 cm, peut-être que je referai une ligne entre les deux. Peut-être que je rajouterai un cercle, je ne sais pas. Souvent, quand je fais ce genre de projet, je commence quelque chose, puis comme j'aime pas m'ennuyer, que c'est quand même assez c'est relaxant, mais c'est assez systématique de faire des lignes et des lignes de points. Bah, des fois, ça me prend et je décide de faire un point supplémentaire ou un cercle. Donc on verra ce que ça va nous proposer au fur et à mesure que l'inspiration viendra. Et ben là, il faut que je mette de la colle. Et je vais pouvoir passer à la broderie. Et du coup, j'étais partie pour le faire vraiment à la traditionnelle avec le fil blanc. Mais avec cette pièce que j'ai rajoutée, là, je crois que je vais partir sur du fil à broder rouge. En toute logique, je devrais prendre une aiguillée, c'est-à-dire la longueur de mon bras. Comme ça, quand on tire le fil à travers le tissu, on va pas plus loin que son bras. Mais en fait, là, je vais encore une fois pas suivre mes propres recommandations puisque je voudrais aller d'un bout à l'autre ici de mon futur projet. Donc du coup, je vais prendre quelque chose qui dépasse un petit peu de façon à pouvoir aller d'un bout à l'autre. Et mon fil, il est un petit peu épais par rapport à ce que je voudrais, donc je vais le séparer en deux morceaux. Voilà, c'est du 6 brins, donc je fais 2 x 3. Hop, et aller doucement. Je vais essayer de ne pas emmêler celui-ci. Je l'enfile, du coup je vais utiliser un enfil aiguille parce que comme il y a 3 brins à passer, on me retrouve toujours avec un des brins qui ne veut pas passer. Hop, voilà. Je prépare ici. Vous allez voir comment il me sert. Je vais faire un nœud, ça n'est pas traditionnel, il ne faut pas faire de nœud en sashiko. Donc j'en fais un quand même, je suis vilaine. Mais on ne verra pas l'intérieur. Souvent il ne faut pas faire de nœud parce que les broderies traditionnelles doivent pouvoir être vues des deux côtés. Donc il faut faire une petite manipulation que je ne vais pas faire dans ce projet. Donc je fais un nœud et je vais partir d'un bord et je vais aller à l'autre bord. Donc le but c'est d'être régulier et vous allez voir que je ne le suis pas encore tout à fait, mais le but c'est d'arriver à avoir un point régulier. Pour commencer, j'enfile tout simplement donc avec mon point à l'arrière et maintenant il va falloir, alors il y a toute une technique et donc on va essayer vous allez vous rapprocher de moi pour que je vous montre le point lui-même. Alors je vous montre comment moi je tiens l'aiguille, mais c'est un petit peu comme les stylos, les fourchettes, on a chacun nos façons de tenir les aiguilles. En plus je suis gauchère donc ça va pas parler à tout le monde. J'ai ma bague ici et du coup ce qui est bien c'est qu'elle va me permettre de caler le chat de l'aiguille. Donc je cale le chat dedans et ça va me permettre de pousser l'ouvrage et de beaucoup soulager le travail de mes doigts. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez le tenir de toute façon à votre façon et vous allez trouver la façon qui vous convient le mieux au fur et à mesure que vous expérimenterez. Donc le but ici ça va être de faire toute une série de points avant de tirer notre aiguillet. Donc on veut que ça se voit beaucoup sur l'extérieur, donc on fait je sais pas, par exemple 5-6 mm, j'en sais rien. De toute façon mes points sont pas réguliers parce que je ne suis pas du tout une experte et qu'après j'ai la flemme et que je pense à autre chose. Mais bref, je fais plus long devant et je passe derrière un tout petit
un tout petit peu derrière, donc je prends pas énormément de tissu à chaque fois parce qu'en fait ce que je veux c'est que ce soit moins un point solide comme à l'air et dos, mais plutôt un point décoratif. Donc hop, et je pousse, je vais dedans et hop, je ressors. Et en fait je pousse avec toute ma main. Au bout d'un moment, je peux pousser tout vers le chat de l'aiguille et ah, j'ai les mains qui glissent. Normalement, j'ai pas les mains qui glissent comme ça. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir tirer et obtenir mon point. Je tire pas trop. Hop. Et voilà. Et puis, ben, on recommence. Et on va jusqu'au bout. Et voilà, je suis arrivée à la fin de ma ligne. Et en fait, je vais tout simplement aller au bout. Et je ne vais pas faire de nœud. Enfin, si je vais en faire un, mais assez éloigné. Parce que ce projet en particulier, il est destiné donc à être doublé, à être cousu ici. Donc, tous mes fils seront pris dans la couture. Mais pendant que je travaille, je veux pas que ça risque de se défaire. Ça ne devrait pas se défaire, mais bon, je veux pas que ça risque de se défaire. Donc, je vais faire un nœud. Hop, vite fait. Pas forcément au plus près. Voilà. Je sais comme ça que même si ça se tire d'une façon ou d'une autre, les fils vont rester en place. En attendant que j'ai fait tous les autres. Si on voulait faire la méthode traditionnelle, on reviendrait sur les points que l'on vient de faire pour terminer, sur quelques points, et ensuite on couperait à ras le fil derrière. Et un dernier petit conseil, si vous avez comme moi décidé de faire du boro avec des pièces de jean l'une sur l'autre, donc avec pas mal d'épaisseur, honnêtement, si vous avez collé vos pièces, moi, je vous conseillerais ici de vraiment bien piquer les deux épaisseurs, ici de bien piquer les deux épaisseurs afin de maintenir la pièce en place. Elle va être maintenue à plein d'endroits comme ça, en bordure. Et sinon, au centre de la pièce, de faire comme moi, j'ai à peine accroché ici mon fil dans ma base. Je l'ai accroché simplement dans la pièce de jean. Mais chut, c'est pas du tout traditionnel. Et sur ce, les amis, moi, j'ai toutes mes vacances pour terminer ce projet, en croisant les doigts que j'ai eu le temps de le faire. Et si vous voulez voir le résultat final, il faudra que vous nous retrouviez sur Instagram, parce que quand j'aurai fini mon sac de plage, mais pas de plage, mon sac d'automne, je vous le montrerai sur les réseaux. Un petit pouce bleu pour nous dire que vous avez appris quelque chose ou que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous avez déjà expérimenté ces techniques-là ou si vous avez l'intention de vous y mettre grâce à notre vidéo. Je vous souhaite des joyeuses cousettes, je me souhaite des joyeuses vacances et je vous dis à bientôt.